Pour rappel, Facebook a été créé en quelle année? En 2004. On est au début du début. On est au début du début. Vous êtes 150? Oui, on est 150 personnes. Je n'avais pas internalisé le fait que, en fait, c'était un changement de vie, mais total. Hein? Les Américains, ils l'ont, et je l'ai vu nulle part ailleurs. Première année, premier cours, je comprends rien. Je me dis, mon Dieu, mais cette vie va disparaître. Avant de parler de si ça marche pas, déjà, ça peut marcher. Pour transmettre, il faut donner à connaître. Fais ton parcours, mais ne t'oublie pas. La mémoire, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. C'est quoi mon héritage? Ça me rend fou de bonheur. Il me donne de la gomina, un flingue et une veste en cachemire. Et je mets 2 balles par terre. Oh, ça va aller. Hein? Tu as besoin de la Bible et de Shakespeare. Pour moi, la transmission est le passeport pour l'avenir, car demain appartient à ceux qui s'y préparent aujourd'hui. C'est un honneur d'avoir notre invitée du jour qui est née au Nigeria. Elle a passé toute son enfance là-bas, elle a quitté ce tendre pays à l'âge de 15 ans pour rejoindre les États-Unis. Après avoir fini ses études, elle rejoint Facebook dès 2006. À l'époque, c'était seulement présent dans les campus américains, pas du tout présent pour le grand public. Et elle devient en 2015 la Global Head of Luxury chez Facebook, qui deviendra Meta plus tard. Notre invité du jour a une double, voire triple identité entre donc le Nigeria, les États-Unis et la France. On va parler un peu business, mais surtout transmission, mémoire, identité. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de parler avec Maureen Oluwole. Merci Maureen d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité, d'échanger et de partager un peu de mon histoire avec toi. Est-ce que peut-être tu veux compléter un peu cette courte introduction que j'ai faite à ton sujet? Oui, je prends peut-être l'élément dont tu as cité de triple expérience de vie, si tu veux. Et c'est exactement comment je me sens. C'est-à-dire, j'ai grandi au Nigeria, donc culturellement, je suis nigérienne. Je suis une femme africaine. Et ça s'est incarné, ancré dans ma culture, dans ma façon de réfléchir. Après, donc, j'ai eu la chance d'être exposée et de vivre dans le monde, disons, occidental. Par les États-Unis, la Californie et New York, Londres et maintenant en France. Donc, ces 2 chapitres qui étaient quand même très importants dans ma vie, m'ont formé en tant qu'adulte, en tant que professionnel, c'est sûr. Et aussi, je ne veux pas dire donner un sens à ma vie, mais m'ont aidé à voir que justement, je voulais avoir une vie qui est multiculturelle, une vie qui est aussi challenging, parce que quand on est dans un contexte multiculturel, parfois on peut se sentir un peu, je ne veux pas dire perdu, mais si on n'est pas, entre guillemets, chez soi, ça peut être aussi une adaptation un peu compliquée. Qu'est-ce qui se passe à l'âge de 15 ans? Quand tu pars du Nigeria, tu pars seule? Tu t'es accompagnée? Qu'est-ce qui se passe? Non, ma famille est partie. Donc du coup, c'était aussi malheureusement la fin de mariage de mes parents. Donc c'est ça aussi qui a fait en sorte que ma mère, qui voulait chercher une différente vie, une meilleure vie, une vie d'opportunité pour elle-même et pour ses enfants, nous sommes partis avec ma petite sœur et ma mère, un petit saut à Londres et puis aux États-Unis. 15 ans, forcément, tu as des vrais souvenirs. C'est quoi ces souvenirs de changement de vie radical du Nigeria aux États-Unis? C'est simple, c'est compliqué? Tu sais quoi, quand on est monté dans l'avion, je me suis pas, peut-être j'avais pas accepté, mais je me suis pas rendu compte que c'était un départ permanent. Tu peux imaginer? Donc je savais pas qu'on allait déménager. Pour moi, c'était bon, on va passer un peu de temps. Donc, je n'avais pas internalisé le fait que, en fait, c'était un changement de vie, mais total, hein? Total. Donc, du coup, c'était quand on était arrivé aux États-Unis, ça c'était, je ne veux pas dire un choc culturel parce que, bon, c'est un pays anglophone, donc pendant mon enfance, on a passé pas mal de temps entre Lagos et Londres, donc je connaissais la culture anglophone. Mais quand même, c'était un challenge. On est adolescent, pas les années les plus faciles. Hein? Et également le système d'éducation, parce que bon, en tant qu'adolescent, on passe la majorité de son temps à l'école. Donc, on rentre dans un contexte différent, la high school à l'américaine, hein? High school. Donc, c'est exactement comme on peut voir dans les films. Donc, il y a des cliques, il y a des gens qui sont les plus aimés, il y a des geeks, les nerds, des groupes différents, les athlètes, etc. Donc, naviguer ce contexte de high school était quand même complexe. Et même si on était tous
anglophone, pour moi, il y avait un élément culturel aussi qui était assez marquant, très marquant en fait. Ok. Parce qu'aux États-Unis, c'est là aussi où j'ai découvert les diversités culturelles, même si, bon, au Nigeria, on avait des diversités culturelles, c'est un pays qui a plus de 200 langues, donc, mais on a des gens qui ont les mêmes racines, on peut dire. Aux États-Unis, non, c'est un mélange, et c'est là encore. Toi, tu faisais partie de quel type de clique? Des nerds, des geeks, c'était quoi? Peut-être je peux dire j'étais plutôt nerd, parce que j'ai toujours été très studieuse, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on me dit. Donc du coup, j'avais toujours les meilleures notes à l'école. C'était aussi un peu en attente, en expectation de ma famille. Donc du coup, je faisais partie des nerds, mais je savais un peu glisser aussi avec les cool kids également. Donc je faisais partie un peu des deux. Mais ça, c'est un bon point parce que dans ce contexte-là, m'adapter au système d'éducation n'était pas très évident parce qu'il y avait des façons différentes de faire des cours, les sujets différents, etc. Et il y avait cette pression, dans le bon sens aussi, que je reçoive des bonnes notes pour justement aller à une bonne université, avoir une bonne carrière. Donc ça, c'était toujours le North Star, si tu veux. Donc, tu étais avec ta maman à ce moment-là. Ta maman, elle a un parcours également donc tu as fait Stanford et tu vas nous raconter. Ta maman, elle a aussi fait des grandes études ou pas du tout? Tout à fait. Donc, mes deux parents ont fait des études de droit. Okay. Donc, les deux étaient des avocats. Mon grand-père, parce que c'est un peu intégré dans notre famille, mon grand-père était un juge au tribunal au Sénat du Nigeria. Okay. Donc, il a eu un parcours impressionnant, mais très impressionnant. C'est même lui qui m'inspire toujours aujourd'hui, même s'il n'est plus avec nous. Donc, c'est lui qui nous a appris l'importance d'avoir une bonne éducation, parce que c'est ça aussi qui allait nous aider à ouvrir des portes de vie, à avoir la liberté qu'on cherche dans la vie. C'était quoi? C'était un peu quand on parle de ce fameux cliché, mais qui est vrai, le American Dream. À cette époque-là, il y avait vraiment tu peux, entre guillemets, devenir quelqu'un si tu arrives à avoir des bonnes notes à l'école. C'est ce que ta maman, elle te disait? C'est ça. C'est pas ce que maman me disait, c'est ce que les États-Unis disent. Ouais. En fait, c'est la réalité des États-Unis. Et peut-être contrairement à d'autres marchés, on va y arriver, mais aux États-Unis, il y a cette notion de meritocracy qui est bien présente. Donc, peu importe son background, peu importe son expérience de vie, on peut toujours avoir une opportunité de réussir sa vie. Et c'est vraiment vrai parce que je l'ai vécu, donc j'y crois vraiment. C'est-à-dire, certes, il y a ceux qui commencent leur vie avec plus, ça, bon, c'est comme ça, mais les États-Unis ouvrent les portes. C'est une société capitaliste. C'est une société qui croit vraiment dans le sujet de méritocratie. Donc, c'est pas juste une question de, OK, tu es né dans une bonne famille, mais en fait, il faut travailler, mais tu as la possibilité de réussir. C'est ça qui, je pense, heureusement, j'étais aux États-Unis parce que j'avais pas forcément les accès comme mes homologues quand j'ai commencé, j'ai débuté ma carrière mes études à Stanford. Mais cette notion de meritocracy, je peux te dire, tu as dit en français, c'est ça qui a fait en sorte que je croyais que je pourrais réussir. Qu'est-ce que tu as... on va parler, hein, tu as fait ta jeunesse, puis donc high school, puis Stanford, puis après on va parler de la suite. Oui. Qu'est-ce que tu as vu en point positif? Tu dis ça, les Américains ils l'ont, et je l'ai vu nulle part ailleurs. C'est cette notion de possibilité. Okay. Tout est possible. Et j'y crois encore aujourd'hui, donc j'ai vraiment intégré cette idée. Tout est possible, il y a une solution pour tout. Okay. Tout est possible. Certes, il y a des complexités dans le pays aujourd'hui, dans beaucoup de pays dans le monde, mais cette notion de possibilité, c'est vraiment ancré dans l'esprit américain. Donc, c'est l'American Dream. On peut réussir sans avoir les moyens de vie, sans venir d'une famille plus aisée, mais tout est possible. Donc, si on prend des bonnes décisions, si on travaille bien et dur, je ne dis pas, je ne crée pas une situation idyllique, mais tout est possible. Donc, cette notion de possibilité, c'est vraiment ce que je retiens dans l'esprit américain. À Stanford, il y avait une grande diversité. Tu traînais avec quel type de personnes?
Donc, tu sais, à Stanford, c'est marrant, il y a 2 personnes de mon high school qui sont parties à Stanford. Donc, moi et un autre gentleman. Et donc, j'arrive à Stanford. Je commence mes premiers cours. Il y a les cours obligatoires la première année. Et puis après, on choisit sa spécialité, son major. Et sa spécialité, c'est ça qui décrit un peu le chemin de vie, de carrière. Donc, la première année, c'est les cours obligatoires. Donc, moi, je me retrouve dans des cours philosophie, OK? Dans des cours sur l'humanité. Je me retrouve, il y a aussi des cours qui sont obligatoires en biologie, chimique, donc les sciences. Et dans ces cours, la note qu'on a, c'est en fonction de la contribution au cours. Donc, tout le monde doit contribuer, partager des points de vue, partager des perspectives, etc. Donc, moi, j'arrive, on donne la lecture pour les cours, parce qu'il fallait acheter des livres, etc. Et puis, on commence le premier cours. Et je me rends compte tout de suite que les autres, c'était vraiment les grands écrivains historiques, donc Platon, etc. Donc, on est vraiment à ce niveau. Donc, moi, j'arrive, j'avais jamais lu un seul de ces livres dans ma vie. Tout le monde commence à discuter. Oui, je pense c'est parce que j'ai réfléchi et c'est l'élément de vie, etc. Et moi, je regarde à côté, à droite, à gauche de moi-même et je comprenais pas, je connaissais rien. J'avais pas eu ces cours dans mon high school ou autre parce que bon, c'était pas forcément l'école préparatoire, peut-être dans l'Upper East Side. Pour pouvoir se préparer pour les universités de ce niveau de Ivy League. Donc, en fait, déjà, je suis entrée à Stanford grâce au niveau de mes notes. J'ai postulé à 8 universités, j'ai été acceptée à toutes les universités. J'ai choisi Stanford parce que j'ai vraiment apprécié cette notion de prestige aussi, équilibre de vie et innovation que l'entreprise présentait. Donc, du coup, je commence première année, premier cours, je comprends rien. Alors que la note est basée sur sa compréhension et sa contribution, sa réflexion. Donc, je me dis, oh là, il faut que je me rattrape. Ça va être dur. Il faut que je me rattrape, il faut que je trouve une façon de me rattraper. Donc, j'ai passé quelques semaines quand même un peu intenses dans les bibliothèques pour louer des livres, essayer de comprendre quel est le cours source et comment je peux avoir une compréhension, en tout cas avoir quelque chose à dire et comprendre ce qui est discuté en cours. Donc, pour revenir à ta question, donc il y avait un autre niveau, en tout cas une autre compréhension d'un autre monde dont je ne connaissais pas, c'est-à-dire le monde de privilégiés. Donc, privilégiés, des personnes qui venaient d'un certain niveau de vie, qui ont fait les meilleures écoles préparatoires privées, etc. Donc, c'est là où j'ai commencé à comprendre que même si ma famille, on était un niveau confortable, mais c'est là où j'ai commencé à vraiment comprendre qu'il y avait des niveaux un peu différents dans cette vie. Maureen, à ce moment-là, elle a à peine 20 ans. Est-ce que Maureen sait ce qu'elle veut faire dans la vie à ce moment-là? Maureen pensait qu'elle savait ce qu'elle voulait faire dans sa vie. OK. Elle pensait qu'elle allait devenir médecin. Elle était sûre, elle était certaine de devenir médecin. Elle a écrit les plans pour ses 4 ans parce qu'avoir son diplôme bachelor aux États-Unis, c'est 4 ans. Donc, elle avait commencé, elle avait tout mappé. La première année, ça allait être ça, deuxième, troisième, quatrième, et puis après, j'allais aller à 1, 2 ou 3 medical schools aux États-Unis. Elle était sûre, elle était certaine, parce que bon, c'était une attente de sa famille. Sa tante était médecin. La famille, c'était rempli soit des avocats, des médecins ou des ingénieurs. Ça, c'était ma famille. Donc, il fallait suivre. Donc, je commence la première année. Bon, je fais des cours, je me navigue, j'ai des notes plutôt pas mal, etc. Je commence la deuxième année. Je commence vraiment, ça, c'est les premiers cours. Les biologies, les physiques, les chimiques, etc. Ouf, c'était dense. Ouf, c'était dur. Et puis, entre ma deuxième et troisième année, je commence un stage dans la salle d'urgence dans un hôpital parce que c'était ce qu'il fallait faire. Donc, je travaillais une fois par semaine de minuit à 8 heures dans l'urgence, à côté des médecins, observation, contribution où je pouvais. Bien évidemment, ce n'était pas moi qui soignait les patients, mais... Tu apprenais comme ça, quoi? Oui, j'apprenais. Donc, j'ai fait ça pendant 1 an. Minuit, 8 heures. Et puis, à la fin du stage, je me souviens très bien, j'étais en train de rentrer à l'université
à mon dormitory. Il était 8 heures, donc j'étais contre le sens de la circulation parce que tout le monde partait au travail. Et puis je me suis dit, c'est pas ce que je veux faire. Donc ça fait 2 ans que tu étudies ça à Stanford? Oui, enfin, c'est 3 ans à Stanford, 2 ans que depuis que j'ai choisi la spécialité. Okay. Et puis je me dis, qu'est-ce qui va se passer maintenant? What's gonna happen? Donc, OK, pas de panique. Je commence un peu à réfléchir et comprendre les implications d'un changement de spécialité à ce stade, quand même, après 3 ans d'études. Parce que, je ne l'ai pas cité, mais j'ai pu assister à Stanford grâce à une bourse. Donc, c'est une bourse que j'ai reçue de la part de la fondation Bill et Melinda Gates. Donc, Bill et Melinda Gates Foundation, c'est eux qui ont payé mes études. Il faut savoir que mes études à Stanford étaient 45 000 $ par an. OK? Fois 3. Fois 4. Fois 4. Fois 4. Donc, je te laisse faire les calculs. Donc, j'avais passer 3 ans. J'avais une bourse qui a payé pour mes études. Donc, il fallait terminer. Donc, je vais voir mon conseiller à Stanford, je réfléchis, etc. Et je me dis, OK, bon, il faut que je fasse en sorte que quoi que je fasse, peu importe la façon dont je termine mes études, je serai, entre guillemets, marketable. OK? Et j'aurai un diplôme qui pouvait être impliqué partout. Donc, il fallait que je termine la spécialité parce que j'étais déjà pas mal passée. J'ai postulé pour un master à Stanford également, donc 5e année de bourse, heureusement. Ils se sont mis d'accord pour payer toute cette bourse. Et puis, on m'a conseillé, et j'ai suivi heureusement les conseils, de faire un degré en business. Parce que sur le business, avec un diplôme en business, un master en business, tu peux faire tout ce que tu veux. Donc, je termine mes 4 ans à Stanford, et puis on va revenir sur le début de ma carrière, parce que c'était dans tout ça. Je commence mon master, c'était un master en sociologie. Et puis, je prépare le plan pour mon master en business, que j'ai fini par ne pas faire à Stanford, mais à Columbia University à New York. Donc, au moins, il y avait un plan. Ma mère était par contre assez inquiète parce que, bon, business, ça veut dire quoi? À l'époque, là, on parle de 2005. Ouais. Avocat, médecin, ingénieur, c'était tangible. Business, c'était pas aussi tangible. Donc, il y avait quand même un certain niveau d'inquiétude chez ma mère, notamment parce que, grâce au fait que j'avais cette bourse qui me permettait de compléter mes études dans l'une des universités les plus prestigieuses au niveau monde. Mais ce qui se passe, c'est que là, tu nous as raconté certaines choses, mais 2006 arrive. Oui, donc... Qu'est-ce qui se passe avec Facebook? 2006 arrive, donc je commence mon master. Donc, je suis chez Stanford, donc je termine mon bachelor, je commence mon master, et puis, vraiment en première semaine de l'année scolaire, je reçois un appel, un message de la part de l'un de mes amis avec lequel j'ai fait mes études à Stanford, qui me dit, tiens, il y a cette entreprise, on connaissait tous l'entreprise parce qu'à l'époque, il faut savoir aussi que The Facebook venait d'être lancé et ciblé, en tout cas était disponible seulement pour les personnes dans les universités. Ce n'était pas disponible pour le grand public. Donc, mon ami me dit, il s'appelle James Mitchell, donc, parce qu'il faisait vraiment partie de mon histoire, il me dit, tiens, il y a The Facebook qui est en train de réécouter. Je sais que tu viens de commencer ton master. Est-ce que tu voudras pas venir regarder pour voir si ça t'intéresse ou pas? OK. On connaissait tous la plateforme parce qu'on était tous en train de partager des photos, des messages individuels parce que ce n'était pas le Facebook qu'on connaît aujourd'hui. C'était sur un ordinateur. Il n'y avait pas d'une expérience mobile, pas d'application, il n'y avait pas de feed d'actualité, rien. Donc, c'était vraiment, j'envoie une photo à mon ami qui est dans mon cours, etc. Donc, j'y vais. J'ai fait un entretien assez marrant. J'ai fait 3 entretiens. Premier entretien avec le manager de l'équipe à l'époque, je vais décrire ça après, et 2 entretiens avec mes collègues de Stanford, c'est-à-dire mes homologues. Donc, il y avait le même âge que mes amis. Il y avait le même âge que moi, etc. Donc, j'ai fait des entretiens, j'en discute. OK, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu pourrais contribuer à l'équipe, etc. Il faut savoir qu'à l'époque, à Facebook, il n'y avait que 3 équipes. Donc, il y avait les ingénieurs, certes, parce qu'il fallait coder. Et il y avait le RH et il y avait les équipes opérations. Donc, là, j'ai postulé pour un job dans l'équipe opération.
Donc, je fais les entretiens, on échange, on discute, etc. Je rentre, je suis dans ma voiture, en train de rentrer, et je reçois un appel sur la route qui me dit que j'ai obtenu le job et ils étaient contents que je rejoigne des Facebook. Et ça, c'était en septembre 2006. Pour rappel, Facebook a été créé en quelle année? En 2004. On est au début du début. On est au début du début. Vous êtes 150? Oui, on est 150 personnes. Ouais. Et aujourd'hui, vous êtes combien? L'entreprise, aujourd'hui, les derniers chiffres, c'était au-delà de 80 000, je pense. Ouais. Énorme. Tu l'acceptes, c'est quoi? C'est un part-time job? C'est un full-time job? Alors, donc, ça a commencé comme un part-time job pour aider à faire les operations. Operations, c'était tout, hein? C'était tout. C'était faire en sorte que les gens puissent s'inscrire à le profil, avoir un compte Facebook. C'était aider à changer des mots de passe des personnes qui n'arrivaient plus à se loguer. C'était tout. C'était créer des systèmes d'organisation, systèmes carrément d'opération. Donc, c'était Customer Operations. Au-delà de ça, c'était vraiment, il faut savoir que quand j'ai rejoint l'entreprise, l'âge moyen de l'entreprise était 25-24 ans. Donc, on était tous jeunes. On était tous jeunes et c'était plus qu'un travail, c'était plus qu'un job. On était des amis, on partait ensemble en vacances. Donc, il y a des personnes aussi qui se sont mariées par la suite, etc. Donc, c'était vraiment un lifestyle. Il y avait un côté vision, un côté mission plus grand que nous? Vous en parliez beaucoup entre vous de ça déjà? Oui, complètement. Déjà, je pense qu'il y avait cette notion de vision, notamment c'est la notion de Mark Zuckerberg à partager avec tout le monde. Je pense que peut-être on n'était pas, en tout cas moi, je n'étais pas forcément consciente de l'ampleur que je pourrais prendre. Donc, ma première semaine de travail, c'était le jour où The Facebook était ouvert au grand public. Donc, je peux te dire que voilà, c'était un peu... Intense, voilà, un peu intense. Donc, j'arrive, il y a un bureau parce que c'était open plan, donc il n'y avait pas de bureau fermé. On me donne un portable, on me donne un ordinateur, on me montre ma place et puis, go. C'était ça. Bon, c'est pas comme ça aujourd'hui, bien sûr, il y a un onboarding plus riche, mais c'était ça, c'était aller, go. Il fallait se mettre en action tout de suite. Donc, cette notion d'action, il y a quelque chose qui se passe ici, on est dans une boule d'énergie et il y a des choses qui évoluent, qui changent rapidement. Cette énergie était bien présente, donc on était conscient de cela. Après, est-ce qu'on était conscient que 18 ans après, ce que l'entreprise allait devenir, en tout cas moi, non, peut-être d'autres personnes, oui, mais il y avait quand même une énergie, une force qui était vraiment, vraiment, vraiment super, notamment quand on a cet âge et on travaille dans un start-up dans la Silicon Valley. Aujourd'hui, on est quasiment 18 ans après. Maureen avait 22 ans, aujourd'hui elle a presque 40 ans. Pas encore, il ne faut pas me Pas donner... encore, pardon, 39 ans. Maureen aujourd'hui a 39 ans. Quel est le point le plus positif que tu aies gardé finalement d'avoir accepté ce job à l'âge de tes 22 ans? Qu'est-ce que c'est life-changing évidemment, ouais. Mais qu'est-ce que ça t'a le plus apporté à toi en tant que femme? J'étais une jeune femme. Bien sûr. Quand j'ai rejoint l'entreprise, j'avais des ambitions, certes, et j'avais aussi vécu quand même une vie qui était assez riche sur des pays, continents différents, donc j'avais un peu d'expérience de vie. Donc, je n'étais pas complètement je sortais pas d'une bulle fermée. Et en plus, pour moi, quand je regardais autour de moi et je comprenais qu'il y avait quand même quelque chose qui se passait ici, je me suis dit, tiens, il faut que je maximise, mais vraiment, cette opportunité. Parce qu'encore une fois, je l'ai dit concernant Stanford, c'était la même chose sur Facebook. Donc là, j'étais entourée par des personnes qui ont eu des expériences un peu plus, disons, haut de gamme que la mienne. Et aussi, donc du coup, ça donnait certains avantages. Certes, j'avais aussi mes valeurs que j'ai apportées. Pour moi, je me suis dit, moi aussi, je peux arriver à ce niveau-là. Et il faut que je maximise cette opportunité pour le faire. Il faut que j'apprenne des décisions, et ça c'est un point que je pense c'est très important, il faut que j'apprenne des décisions que certaines personnes prennent et prendre le meilleur de cela pour pouvoir faire en sorte que ça m'avance également dans ma vie et dans ma carrière. Un point là-dessus, j'ai appris la notion d'investissement qui va m'apporter plus et qui va faire en sorte que
mon argent que j'investis, soit dans les projets, soit dans la bourse ou autre, ça peut payer plus tard pour faire en sorte que ça arrive à faciliter la vie, par exemple. À quel moment tu te sens américaine? Je pense qu'il n'y avait pas un seul moment, mais le fait que, quand je me suis rendu compte déjà qu'on était là, c'est-à-dire que ce n'était pas juste un déplacement, mais je me souviens très bien de moments tangibles quand j'ai reçu mon passeport américain. Et c'était pas facile. Je me souviens très bien, il y avait un bureaucratie à faire, des papiers, des lettres de témoignages, etc. Ça a pris du temps aussi. Et puis, la première fois que j'ai tenu le passeport en main, c'est quand même quelque chose. Quel âge tu as à ce moment-là? Donc, j'avais 17 ans. OK. Oui. Donc, c'est quand même quelque chose d'avoir un passeport. Bien sûr. Américain. Et puis, sur le côté qualitatif, à Stanford, c'est une expérience qui m'a changé la vie. J'adore cette université, même aujourd'hui. C'était un shifting moment pour moi, parce que ça m'a ouvert les yeux sur des différents types de vie, sur des possibilités que je n'aurais pas su ou je n'aurais pas connues autrement. Tu marches beaucoup à l'intuition? Oui. Donc d'après toi, il y a un destin, il y a des énergies, il n'y a pas forcément beaucoup de hasard. On travaille, on se donne les moyens, il y a des énergies et on avance comme ça. Rien ne se passe par hasard. Rien ne se passe par hasard. Même dans ma vie personnelle également, rien ne se passe par hasard. Par contre, je pense qu'il faut toujours avoir un sens d'observation. Il faut toujours prendre le temps de regarder qu'est-ce qui se passe autour de soi, pas juste physiquement, mais qu'est-ce qui se passe, quelles sont les énergies, quels sont les mouvements, quelles sont les tendances, quels sont les shifts qui se passent pour essayer de positionner et se mettre en bonne position pour que le bien de ce monde peut arriver. Tu as travaillé donc un peu plus de 17 ans chez Facebook, puis Facebook, puis Meta. Deux choses. La première, c'est dans notre société, c'est très rare de rester plus de quelques années dans une entreprise. Et la seconde, c'est que c'est d'autant plus rare de rester dans une entreprise au fur et à mesure de sa croissance. Parce que tu peux être pertinent quand c'est une start-up de 150 personnes, peut-être que tu es moins pertinent pour des raisons politiques ou autres quand on passe à 100 000 personnes. Comment t'expliques que tu aies réussi à rester dans toutes les phases de croissance qui ont été vécues sur les 18 dernières années? Je pense qu'on ne peut pas vivre une expérience aussi bouleversante, aussi magique, aussi complexe, aussi challenging, sans apprendre de soi-même. Okay, là, je ne parle pas de carrière, donc je parle vraiment de soi-même, de moi-même. J'ai pu comprendre quelles sont mes forces. Quelles sont mes forces en tant que personne, quelles sont mes forces en tant que professionnel, quelles sont mes forces en tant que manager. Donc, première chose que j'ai apprise, c'était j'ai un esprit de builder. Comment dire en français? Tu aimes construire, tu aimes créer. J'aime construire. Je ne suis pas la personne qui fait en sorte que la machine tourne, mais j'aime construire. Et je suis à l'aise même à construire de rien du tout, mettre des idées, transformer des idées et les mettre en papier et de faire créer quelque chose de tangible de ces idées. Et c'est comme ça que j'ai fait en sorte d'évoluer ma carrière parce que, j'ai eu la chance d'être dans un start-up où il y avait tout à construire quand même. Et quand je regarde, j'ai eu 5 positions pendant ces 17 ans. Chaque position était une position qui n'existait pas avant que moi je la prenne. Il y avait tout à construire. Et donc, soit c'était des idées que je proposais, soit il y avait des opportunités de croissance que j'ai pu identifier et je me suis mise du coup en position pour avoir ces postes. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai apprise qui est complètement applicable et à ma vie personnelle et à ma vie professionnelle. Okay. Ce que j'aime beaucoup dans ton approche, c'est que c'est pas du tout, excuse-moi du mot, bullshit. C'est très concret et justement, est-ce que tu aurais un type, un conseil concret, voilà, une personne qui nous regarde, qui a entre 20 et 35 ans, qui est, on va dire, dans les 10 premières années ou premières années de sa vie professionnelle, c'est quoi le conseil que tu donnerais, mais vraiment de manière actionnable? Tu me l'as dit même dans les fois où on s'est vu récemment avant cet échange, tu es toujours très entouré. Tu sais t'entourer, tu demandes conseil. On pourrait se dire, Maureen, ça va. Eh ben non, jusqu'à aujourd'hui ou quand tu avais 20 ans, c'était la même chose. Oui, c'était la même chose. Mais une chose qui est restée et qui reste encore aujourd'hui, même si on peut dire que c'est quelqu'un qui a pris beaucoup de risques, etc. Je prends des risques, mais je suis assez prudente dans mes réflexions, c'est-à-dire j'ai fait beaucoup de recherches
quand même, avant de prendre des risques. Donc, je suis à l'aise, mon esprit est à l'aise de prendre des risques quand je me dis, OK, c'est pas un risque juste pour prendre un risque. Je comprends quels sont les upsides, je comprends aussi quels sont les downsides. Je suis prête à accepter que, bon, si ça se passe pas bien, je pourrais en arriver là, etc. Donc, je n'évite pas des risques quand même. Je pense que c'est important d'avoir ces deux côtés, c'est-à-dire faire bien ses recherches, comprendre bien des environnements, des secteurs, comprendre bien des opportunités, mais de l'autre côté, être prêt aussi à prendre des risques. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler du moment où tu es arrivé entre New York et Paris, justement? Ce moment, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette opportunité? Ben, c'était une opportunité de venir à Paris, sans parler français, il faut le dire, et de créer une équipe, de créer un business, de créer une division qui avait comme objectif de travailler avec le secteur du luxe. Faire attirer le secteur du luxe aux solutions, aux plateformes de Facebook à l'époque. Donc, Instagram qui était nouveau-né et Facebook. Donc, c'était un projet que je discutais, que je pitchais pendant 1 an avec ma direction, qui a été validé. Et donc, du coup, le moment est venu et j'ai quitté New York début 2015 pour venir en France et commencer cette nouvelle aventure de vie et professionnelle. J'imagine que rationnellement, tu as réfléchi, tu veux développer le luxe chez Facebook, il y a toute une logique derrière, mais tu ne parles pas français, tu ne connais pas vraiment la culture française. Pourquoi? Pourquoi ce tel risque? Parce que justement, tu as encore cette envie de build, de construire quelque chose de nouveau? Ouais. Il faut savoir que tout n'est pas... life is not roses. C'est-à-dire, pour moi, c'était OK, si je n'avais pas une prochaine étape, il aurait fallu que je regarde ailleurs pour voir si si d'autres entreprises pouvaient m'accompagner là où je voulais aller. Donc, c'était aussi un changement important pour déterminer si j'allais rester chez Facebook ou pas. Concrètement. Parce que, 17 ans, c'est long, quand même. Donc, c'est pas 17 ans où on n'a pas réfléchi à la suite, où on n'a pas réfléchi à d'autres opportunités. Pour moi, c'était important de dire, j'adore ce secteur en tant que cliente, mais aussi avec un œil autour de développement business et voir si je pourrais faire de quelque chose de cette industrie, de ce secteur au sein de mon entreprise. Et donc, qu'est-ce que tu as fait entre 2015 et 2024 à Paris? Ouf! Qu'est-ce que j'ai fait? What happened? What happened? J'arrive, les 2 premières années étaient rudes. OK? J'arrive. Je ne parle pas français, comme tu viens de dire. Je rentre dans un contexte, même si c'était la même entreprise dans une culture différente, avec des codes différents, des façons de travailler différentes. Je me souviens, j'arrive dans une réunion, j'ai calé une réunion, j'ai juste fait réfléchir, j'ai calé une réunion à 13h. Une réunion à 13h. Parce qu'à New York, cette notion de pause déjeuner, c'est pas forcément ce qu'on fait. Et puis on me regarde, la réunion est à 13h. Je dis oui, 13h. Mais en fait, non, il y a pause déjeuner, donc il faut bien donner le temps. Donc au moins midi 30 et 14h, c'est la pause déjeuner. Ouais. Donc les choses comme ça, je me souviens aussi. Je ne connaissais pas la notion des vacances à la française européenne. Donc, moi, j'ai pris 3-4 jours de vacances en août. Le 9 ou 18, je suis au bureau. Et je ne comprends pas, ils sont où? Tout le monde, ils sont... tout le monde était sur la plage parce qu'en août, tout le monde part. Mais encore une fois, je n'avais pas ça. Mais après, il y avait aussi des challenges plus concrets. Comment créer une équipe? Comment embaucher? Comment j'avais des objectifs chiffrés, comment atteindre ces objectifs chiffrés, comment créer une stratégie pour engager, communiquer les valeurs, en tout cas les solutions de cette plateforme, de ces plateformes aux clients, comment créer des relations avec eux. Alors que je suis dans un contexte digital qui n'était pas le mieux vu. À l'époque, dans un contexte, aux clients qui croient à tout ce qui est exclusivité. Donc, c'était vraiment dur. Et installer ma vie, trouver un logement, ouvrir des comptes bancaires, avoir l'assurance santé, et travailler et apprendre le français. J'ai pris des cours 4 fois par semaine, 2-3 heures de cours 4 fois par semaine pendant 2 ans. Parce que j'ai vite compris que, on peut
On peut dire qu'on travaille dans un contexte international, mais si on ne comprenait pas et la langue et la culture française, ça allait être compliqué. D'un point de vue consommation des outils digitaux aujourd'hui, on est tous sur nos téléphones, etc. Ce matin, je parlais justement avec Emmanuel Dolé, avec qui on travaille ensemble chez Facebook, et il me disait, bah, en fait, non, quand je vois mes enfants sur les écrans, je suis un papa et j'ai beau travailler depuis très longtemps chez Facebook, je ne contrôle pas vraiment le temps d'écran de mes enfants. Toi, c'est comment avec tes proches, même avec toi au quotidien? Est-ce que tu as une vision un peu différente, un peu plus distanciée de ces outils? Ou est-ce que tu en subis parfois les points un peu négatifs et tu profites également des bienfaits de ces réseaux? Oui, j'ai la chance d'avoir travaillé pendant presque 2 décennies dans un contexte, dans une industrie digitale, dans une industrie de technologie. Donc du coup, j'ai dit la chance parce que j'ai une compréhension plus fine sur comment ces outils sont développés, quelles sont les intentions derrière les usages, quels sont les challenges également et quel est le travail qui est mis en place pour adresser ces challenges, pas que au sein de mon ancien employé, mais de façon générale. Donc, c'est cette compréhension qui me donne un certain niveau de confort, mais qui fait confort dans le sens où, je sais qu'il y a du boulot qui est fait derrière, c'est pas juste des monstres derrière des écrans qui essaient de tuer les relations interpersonnelles entre des êtres humains. Comme j'étais baignée dans ce monde digital, en fait, ça me fait plaisir vraiment de sortir de ce monde digital, c'est-à-dire de me couper, d'enlever les notifications sur mon portable, d'avoir des livres physiques en main, parce que ma vie pendant tout ce temps-là, et même quand j'étais encore dedans, ma vie pendant tout ce temps-là, 7 jours, 360 connectés. Donc en fait, du coup, moi j'ai eu une expérience de super connectivité, mais vraiment, vraiment au maximum niveau. Donc j'ai besoin de me déconnecter pour être présente dans un contexte physique. Avec ces 17 ans d'apprentissage et ces 39 ans de vie, qu'est-ce que tu as envie de transmettre à la nouvelle, entre guillemets, génération d'entrepreneurs ou dans la suite de ton parcours? Est-ce qu'il y a des choses, des messages forts, que ce soit des idées d'entrepreneuriat, que ce soit une région dans laquelle tu aimerais investir? C'est quoi un peu même la suite pour toi finalement? Au début de notre échange, je t'ai dit, je suis une femme nigériane, je suis une femme africaine, et je le suis. J'ai eu des expériences de vie, j'ai visité au moins 40 pays dans le monde, j'ai vécu dans les pays les plus avancés dans le monde. Mais ce qui est important pour moi, c'est la culture et la famille. Et j'ai appris ça très jeune. Mon grand-père, qui était un symbole pour notre famille, c'est quelqu'un qui a grandi dans un village au Nigeria. Il est né en 1923, village au Nigeria. La première fois qu'il a porté des chaussures, c'est quand il avait 10 ans. Porter des chaussures. Donc, il a été éduqué par lui-même. Il a traversé d'un village au Lagos, commencé à travailler. À 30 ans, il a eu une bourse qu'il a amenée en Angleterre, à Londres, pour faire ses études de droit. Donc, un jeune homme, 1923, qui 30 ans après arrive à avoir une bourse pour apprendre autour des meilleurs philosophes dans le monde à Londres, c'est pas anodin. Donc, et après, qui a continué sa carrière en tant qu'avocat jusqu'à arriver au Sénat du pays. Donc c'est un retour aux sources que tu veux faire? C'est un retour aux sources qui est inspiré par quelqu'un qui a fait l'impossible. Donc, cette notion de possibilité, ça, je vis avec. C'est toujours dans mon mindset. Donc, un retour aux sources, un retour aux fondamentaux, certes dans ma vie personnelle, ce que je souhaiterais transmettre également à mes enfants éventuels, à ma famille, mais accompagné par cette notion de possibilité. C'est-à-dire, il y a des challenges de vie, et j'en ai vécu plusieurs, beaucoup, et il y avait des moments quand j'étais très down, j'étais pas bien, j'étais pas dans la meilleure forme, j'avais pas les meilleures réflexions, et je m'entourais par des personnes qui avaient des bonnes personnes, qui avaient des bons conseils à partager pour pouvoir me reconstruire. Tout ça avec une base d'inspiration qui vient par mon grand-père, par les membres de ma famille,
accompagné par cette notion de tout est possible, vraiment, et j'y crois. C'est pas juste en théorie ou je vais être positive. Non, si on réfléchit, si on prend des risques, si on prend des décisions tangibles, si on entoure par les personnes qui sont là pour mon bien, tout est vraiment possible. Si tu avais la Maureen qui a 20 ans à côté de toi, tu lui dirais quoi? Oh, ça va aller. Hein? Ça va aller? Ça va aller. Et maintenant, la Maureen de 20 ans, ouais. Qu'est-ce qu'elle dirait de la Maureen qui a 39 ans? Je dis OK. Alors, je pense qu'elle dirait... Oh, elle dit... Peut-être elle dirait quand même, bon, j'aurais pu faire par ici, par là, comme ci, comme ça, mais bon, après... Donc, je suis là 20 ans après, je suis bien, je me sens bien dans ma vie, je me sens bien de ce qui est à venir, la nouvelle aventure que je crée pour pouvoir développer ce sens entrepreneurial, mais en fait que j'avais depuis le début de ma carrière, parce que j'ai dit que je suis quelqu'un qui construit, je suis quelqu'un qui construit de rien. Et même si c'était dans un contexte d'une petite et puis ensuite grande entreprise, cette notion de construction, de créer, ça reste très important pour moi. Et il y a une vraie connexion spirituelle, je dirais même, que j'ai avec mes racines, qui me ressource, notamment dans les périodes, dans les moments les plus difficiles, les plus challenging. Et je pense que c'est ce confort qu'on a dans sa culture, dans la musique, avec sa famille, parce que pour moi, ma famille n'est pas autour de moi. Je vis en France. Depuis maintenant presque 10 ans, mais ma famille, on est aux États-Unis, on est à Londres, on est en Afrique du Sud et on est au Nigeria. Donc j'apprécie encore plus, je pense, ma famille parce que j'ai pas la chance de les avoir autour de moi tous les jours. On a travaillé ensemble chez Facebook. Moi c'était mon premier job il y a quelques années. Toi, tu avais évidemment une autre position bien plus haute que la mienne. Mais pour autant, quand j'ai lancé Native, on s'est parlé, on s'est envoyé un message récemment et je t'ai invité dans ce podcast. Pourquoi la transmission, c'est si fort chez toi et pourquoi tu as accepté l'invitation de venir aujourd'hui? Je sens quand même un sens de liberté d'expression et j'entame une nouvelle direction, une nouvelle voie de ma vie. Et je pense que c'est important d'échanger aussi avec des personnes qui ont fait un peu pareil. Voilà, tu as créé cette expérience, ce projet qui est vraiment très marquant avec Native. Donc pour moi, je parlais tout à l'heure de personnes qui me conseillent, qui m'inspirent. Donc j'aime prendre des énergies de personnes qui sont sur le chemin que peut-être moi aussi je suis en train d'entamer. Et cette notion, j'y reviens, de être ancré dans l'histoire des familles, être ancré dans des expériences des familles, c'est quelque chose qui devient de plus en plus important pour moi maintenant que je grandis, j'ai presque 40 ans. Donc du coup, ça a plus de signification pour moi. Donc c'était un plaisir de venir échanger et partager avec toi. Merci Maureen. Merci à toi.